vraiment la grande problématique en ce moment, c'est de se demander est-ce qu'il y a une bulle dans l'intelligence artificielle ? Si l'économie européenne est à zéro, elle fera zéro parce qu'elle est nulle, ils sont tous nuls en Europe, c'est une catastrophe, cette Europe est une catastrophe. Le private equity, il faut pas en faire en ce moment. C'est-à-dire que quand on en a, on se laisse porter et puis advienne que pourra, on va dire, parce que de toute façon on est coincé. Et lui, Trump, le long terme, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est apparaître bien mi-2026. Donc attention, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Je suis très inquiet aujourd'hui car c'est peut-être la fin du livret A. La Cour des comptes, mes amis, précisément le Conseil des prélèvements obligatoires le trouve, je cite, trop intéressant. Avec son rendement à 1,7%. Il voudrait baisser le plafond et puis imposer ensuite les dépôts excédentaires. Écoutez, on suivra ça et ce n'est que le début. Raison de plus pour venir nous écouter d'ailleurs chaque mardi. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree qui est dans toute la description de nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram ou alors vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation. Plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et puis ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Au programme du jour, bulle, bulle, bulle. On entend ce mot partout. Alors, où faut-il vraiment ne pas investir pour éviter de dégonfler son portefeuille ? Vendredi, c'était le Black Friday. Et si on veut faire des affaires en bourse, eh bien, que faut-il acheter maintenant, tout de suite, pour faire une bonne année 2026 ? Et puis, une question qu'on a reçue, j'ai 100 000 € à investir là, maintenant, tout de suite, que faire ? Et puis maintenant, on va poser toutes ces questions à nos invités qui sont très très chauds. Et avec ce froid et le climat ambiant en France, il est obligé d'aller se réfugier à Dubaï. On a la chance de l'avoir aujourd'hui entre deux escales. C'est le pape des petites et moyennes valeurs en bourse. Mais aujourd'hui, avec ses nouvelles lunettes, il ressemble surtout à Karl Lagerfeld. Il a écrit pour vous le livre « Les 13 conseils capitaux pour survivre en bourse ». C'est chez Galino. Eric Lewin est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Et puis tu as un update à nous faire puisque tu es désormais stratégiste action chez Bourse Direct. Et on va voir qui a pris... C'est un job intéressant. En fait, il y a 400 000 clients chez Bourse Direct. Et l'idée, c'est de les aiguiller sur les small et mid en faisant des newsletters, en faisant des vidéos, en rencontrant les patrons. Franchement, pour une fin de carrière, parce que j'ai eu 60 ans, c'est plutôt sympa. J'en ai encore pour 15 ans à bosser chez eux. Enfin, s'ils veulent de moi, mais c'est une très bonne expérience. Ça fait rigoler un homme, mais c'est une bonne expérience parce que je tiens à dire, je ne m'arrêterai jamais de bosser, sauf la mort m'emportera. Bon, c'est bien. Au moins, vous n'aurez pas à payer la retraite d'Eric. On le surnomme le géant vert parce que, non pas parce que c'est un légume, il est très très solide, mais parce que pour lui, l'ESG, c'est du sérieux. Hein. C'est pas du bullshit. Il fait tout pour qu'on respire mieux. Mais son plus grand atout, c'est l'allocation d'actifs. Il a lancé récemment sur Substack une newsletter dans laquelle vous pouvez suivre plusieurs portefeuilles qui peuvent vous inspirer. Je crois que ça s'appelle Carnet d'allocation et portefeuille d'Alain Pitous. C'est ça, c'est exact. Ok. Donc si on tape ça, on va trouver. Voilà. Ok. Très bien. Tu es président d'un family office. Alors moi, j'ai une grande question. Je ne sais pas si c'est toi qui as repris la présidence de L Finance. C'est ma société, c'est bon. Non, il le confie à personne, ça. T'es toujours président de L Finance également, ok. Et donc voilà, tu as un family office également, Alain, pour ceux qui veulent tout simplement potentiellement te confier leur argent. Non, c'est un single family office, donc on s'occupe pas de l'argent des autres, on s'occupe juste de l'argent d'une famille. D'accord, ok. Ah oui, ok. Bon, voilà. Et il donnera pas le nom de la famille. Et voilà. C'est normal, c'est un monde feutré, c'est tout à fait normal. Les conseils d'Alain, en tout cas, vous pouvez les avoir ici en live. Exactement. Donc, et franchement, ils sont très bien faits. Moi, je les regarde toutes les semaines. Franchement, c'est très bien. Ok. Écoutez, non, vraiment. Là, non, mais je sais, là, il est très, très sérieux. Eric est toujours très sérieux, donc voilà. Et puis voilà, t'étais à un concert en plus hier. Mais alors, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Putain, mais moi, il vient pas au BFM Award ce soir. Il est pas invité. C'est pour ça il va à un concert. Bah non, il avait son concert et tout. Donc je vais voir Joy Crooks. C'est ça. Ok. Mais je connaissais pas. Mais écoute, tu nous diras aux prochaine émission ce que t'en as pensé. Donc du coup, Alain Pitous, consultant stratégie ESG et président donc d'un family office et que vous pouvez retrouver sur Substack. Bon, messieurs, tout de suite, il y a plein d'actu, mais je propose qu'on commence directement avec une question qu'on a reçue de Camille, qu'on va écouter tout de suite. On écoute la question de Camille. Attendez, stop. Si vous écoutez Allo la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents.
C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Hello Amaury, hello la martingale. J'aimerais bien investir sur les marchés financiers car il paraît que c'est ce qui est le plus rentable sur le long terme. Mais le problème, c'est que j'entends le mot bulle partout. Quels sont les secteurs ou valeurs qu'il faut éviter justement en ce moment pour éviter de, entre guillemets, dégonfler son portefeuille? Voilà, merci d'avance pour votre réponse. À très vite. Merci beaucoup Camille pour ta question. Question qu'on entend beaucoup. On parle de bulle, hein, c'est ce que je disais en introduction. Alors on parle de bulle de l'IA, mais même de bulle potentiellement des marchés, du S&P 500, bref. Là, messieurs, la première question, c'est où est-ce qu'il ne faut pas aller aujourd'hui pour commencer? Est-ce qu'il y a des secteurs, je sais pas moi, des ETF, des valeurs, des choses où vraiment, tout simplement, vous dites non, là, je suis persuadé qu'il y a une bulle, ou alors pas forcément une bulle, mais il y a trop de risques que ça dégonfle. Où est-ce qu'il ne faut pas aller? Alors moi, ma réponse va être très mauvaise. Comme je suis un adepte du stock picking, il n'y a aucun secteur où je suis à l'écart. Simplement, la grande problématique en ce moment, c'est de se demander, est-ce qu'il y a une bulle dans l'intelligence artificielle? Puisqu'on voit très bien qu'il y a de plus en plus de besoins. Les entreprises américaines vont investir 571 milliards l'an prochain, 1300 milliards en 2030. On se rend compte de plus en plus qu'avant, elles finançaient leurs projets dans l'IA sur fonds propres, sur leur trésorerie, et que maintenant, il y a de l'emprunt. Les CDS, par exemple, d'Oracle, d'Amazon ou encore de Meta ont monté. Les CDS, c'est la protection contre le risque de défaut. Donc, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'argent dépensé et que les investisseurs commencent à se dire, est-ce que cet argent servira à quelque chose? Est-ce qu'il sera rentabilisé? Et est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? Pour moi, pour l'instant, c'est pas une problématique de bulle, c'est un problème d'allocation d'actifs au sein de la bulle IA. Ce que j'ai envie de vous dire, par exemple, c'est que depuis un mois, par exemple, Nvidia a perdu 11% parce qu'on se rend compte que ces cartes graphiques, peuvent être concurrencées par Alphabet, mais dans ce cas-là, Alphabet a gagné 10%. Donc, vous voyez, il y a une valeur qui baisse, il y a une valeur qui monte. Pareil, Schneider et Legrand. Schneider et Legrand sont spécialisés sur les data centers. Depuis le début de l'année, Legrand fait plus 30 et Schneider moins 4. Donc, c'est pas une bulle, mais à l'intérieur des valeurs de l'IA, il va y avoir des fortes hausses, des fortes baisses. Parler de bulle, pour moi, certes, il y a beaucoup de dépenses, il y a des dépenses faramineuses, mais il ne faut pas oublier quand même que toutes ces entreprises, pour la grande majorité, je ne parle pas de Mistral AI ou des sociétés comme ça, sont rentables. Donc on a vécu, Alain en parlera, la crise de 2000. La crise de 2000, on créait deutonquedec.com, pitous.com. On faisait ça sur une feuille blanche, on levait 10 millions d'euros, il n'y avait pas de chiffre d'affaires. On n'est pas dans ce cas de figure parce qu'il faut tellement de capex, tellement d'investissements dans l'intelligence artificielle que c'est simplement les grosses boîtes qui sont dedans. Donc pour moi, pas de bulle, ou une correction. Oui, je pense que janvier-février, peut-être pas en fin d'année parce qu'il y a ce fameux rallye à la con dont tout le monde parle qui ne veut rien dire. Janvier-février, il pourrait y avoir un dégonflement des valeurs tech, une baisse entre 20 et 25%. Est-ce que c'est la fin de la bulle? Est-ce que c'est éclatement? Non. Mais ça serait logique que, par exemple, Nvidia, après une telle envolée stratosphérique, continue à baisser. Alain, j'aimerais avoir ton avis, c'est intéressant. Donc Eric nous dit, dans l'IA, pour moi, il n'y a pas trop d'argent, c'est juste qu'il y a des flux à l'intérieur entre valeurs qui changent suivant les news, suivant les business models, etc. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là? Oui, alors il y a ça. Après, je trouve que ce qui est bien en ce moment, on vit donc une fin d'année, donc c'est le moment de faire des bilans. Et puis il y a un premier bilan qu'on peut faire sur... ça fait 3 ans que ChatGPT a été créé. 3 ans. Et donc on parle d'IA depuis ce moment-là. C'est pas vieux, 3 ans, c'est à l'échelle des marchés financiers ou du monde, c'est vraiment rien du tout. Et on a créé 24 000 milliards de valeur sur le mot IA depuis 3 ans. C'est-à-dire que par jour, vous pouvez compter, ça fait 1200 jours, quelque chose comme ça. C'est plusieurs milliards de dollars de valeur créée tous les jours. Donc c'est vrai que ces chiffres impressionnent, et par rapport à votre auditrice qui dit je veux investir sur les marchés financiers, mais ça me fait un peu peur, parce que c'est vrai que ces chiffres sont totalement hors de proportion de tout ce qu'on a pu connaître précédemment. C'est hors norme, quelles que soient les métriques qu'on prenne. Donc ça incite quand même à réfléchir un petit peu avant de commencer à investir. Après, votre auditrice dit aussi quelque chose qui est très juste, c'est sur longue durée, et c'est un peu ce que dit Eric, sur longue durée,
on peut avoir des corrections, on peut avoir même des cracks. Malgré tout, l'investissement sur les marchés financiers reste quelque chose de très pertinent. Faut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment, mais ça reste quelque chose de pertinent. Après, moi, ce que je pense, c'est que en ce moment, ce qu'il faut absolument éviter, c'est un avis que je pose là, hein, c'est de se retrouver coincé. C'est-à-dire qu'en fait, on parle toujours d'investissement long terme pour rester investi, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, je pense c'est qu'il faut absolument éviter les trappes à liquidité. C'est-à-dire que se retrouver dans un investissement dans lequel on va être coincé, alors il y a plusieurs moyens d'être coincé, hein. On peut être trop investi, c'est-à-dire que s'amuser à aller investir sur la tech, sur la santé, sur la cybersécurité, sur je ne sais pas quoi, mais mettre tout son argent dessus et se prendre un 30% parce que ça peut arriver en quelques semaines, il faut pouvoir le supporter. Donc c'est se retrouver coincé, c'est avoir peur et c'est sortir n'importe comment. Donc ça c'est le premier gros risque. Et puis après il y a des actifs qui sont également, je pense, par rapport à ce qui peut se passer sur les marchés, qui sont un peu problématiques. C'est-à-dire que on va avoir la Fed, on va avoir les banques centrales qui vont agir dans les mois qui viennent. Alors, elles vont agir dans des sens différents. La Fed devrait baisser ses taux. La Banque du Japon devrait les monter. L'Europe va être un peu entre les deux. La Chine est quand même très embêtée avec son problème immobilier. Donc, pourrait avoir également une attitude par rapport aux taux qui pourrait faire, par moment, poser des questions sur le niveau des taux d'intérêt, et on pourrait se retrouver avec des problèmes de liquidité. Donc je pense que le private equity, il ne faut pas en faire en ce moment. C'est-à-dire que quand on en a, on se laisse porter, et puis advienne que pourra, on va dire, parce que de toute façon, on est coincé. Mais ne pas en rajouter, je pense que c'est quelque chose d'important. Ne pas aller dans les produits structurés également, parce qu'ils incorporent quelque chose qui est bloquant, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à un moment donné avec un actif qui perd sa valeur et être investi dessus, c'est quand même dommage, surtout qu'on est souvent coincé dans ce type de produit. Et puis être trop investi sur des valeurs qui n'ont pas une grande visibilité et qui sont en perte. Et ça, c'est là qu'on parle de bulles de l'IA. Enfin, on parle de bulles de l'IA, alors qu'en fait, c'est pas sur ces valeurs à proprement parler qu'il y a un risque. Et on l'a vu dans la période précédente, c'est-à-dire que quand on voit les grandes valeurs, les Nvidia, les Alphabet, même Amazon, Apple, toutes ces boîtes-là, sont sur des valorisations certes élevées, mais elles l'ont toujours été quasiment, mais elles sont pas particulièrement élevées en ce moment. Par contre, et elles ont baissé, alors on évoque Nvidia, ça fait les gros titres, ça a baissé de 10%, bon, c'est pas énorme quand même, hein, à l'échelle de la progression depuis... 2300%, je crois. Voilà, depuis quelques années. Mais à côté de ça, vous avez des valeurs qui étaient en perte, qui avaient un beau potentiel. On se disait, c'est le moment du quantique, c'est le moment de l'énergie nucléaire, c'est le moment de ci, c'est le moment de ça. Et des gros investissements ont été procédés sur des valeurs qui n'ont pas forcément des grosses capitalisations. Ça a beaucoup monté. Et ces boîtes-là, elles ont perdu 30, 40, 50% en 2 mois. Et c'est ces valeurs-là qui ont entretenu un bruit de bulle. Alors qu'en fait... aux États-Unis, ils font, alors après, c'est pas contradictoire à ce que j'ai dit précédemment, encore que, c'est que ils se comportent sur les marchés financiers comme le private equity. C'est-à-dire qu'on valorise les boîtes en se disant je prends un ticket dans cette boîte-là et je le porte pendant 5, 6, 7 ans avec des perspectives de gains qui sont énormes sur je vais investir comme ça dans 10 boîtes, il y en a 2 qui vont sortir de manière très intéressante, 3-4 qui vont pas faire grand-chose, puis 2-3 qui vont carrément couler. Mais eux, ils s'en foutent parce que c'est leur façon d'aborder les marchés financiers. On n'a pas ça en Europe parce qu'en Europe, on n'a pas un écosystème organisé du private equity aux petites valeurs cotées qui vont après sur des milieux de gamme en termes de capitalisation et puis après sur des grandes capitalisations. Aux États-Unis, on passe directement de private equity de boîtes qui sont vraiment start-up. Il ne s'arrête plus, je crois que je finis. Je vais y aller là, les gars, salut, bonne journée à tous. Non, je plaisante. Et donc ces boîtes-là, en Europe, elles arrivent sur le marché quand elles sont rentables. Aux États-Unis, elles sont pas forcément rentables. Et ça crée un bruit. Et c'est vrai que c'est ces boîtes-là qui ont créé ce bruit de bulle. Mais quand vous êtes sélectif, quand vous êtes sur des grandes valeurs, quand vous êtes sur des valeurs rentables, vous n'avez pas un risque particulièrement énorme, un risque de contre-performance, mais pas forcément énorme, et pas bulle, parce qu'une bulle, c'est moins 80%. Hein. Bon, pour finir sur les endroits où il ne faut pas aller, en gros, vous dites tous les deux, mine de rien, il n'y a pas forcément de bulle sur l'IA, mais c'est plus une bulle, perçu, c'est-à-dire que si vous êtes investi sur des valeurs en bourse, c'est plus le support qui est important. Non, mais il n'y a pas de bulle, c'est les médias qui, encore une fois, dès qu'une valeur est très valorisée, c'est une bulle. Alors bien sûr, Palantir 222 fois PER de 222, on n'y va pas, par exemple. Mais une boîte comme Amazon,
qui cartonne dans le cloud, c'est une boîte encore achetable. Apple, c'est la même chose. Ce que je veux dire par là, bon, même à 5% près, mais si on a un horizon de temps de 3 ans, pour répondre à Camille, si on a un horizon de temps de 3 ans, il faut se sélectionner 10 très belles valeurs. Maintenant, quand on fait de la bourse, elle veut faire de la bourse, il faut pas avoir besoin de son argent. Moi, j'ai trop de copains qui me disent « Ah là là, mais je veux faire de la bourse, etc. Par contre, j'ai besoin de 100 000 euros pour le mariage de ma fille dans 6 mois. » Bah oui, si tu as besoin de 100 000 euros dans 6 mois pour le mariage de ta fille et que tu as 60 000 euros simplement, je peux pas te garantir que tu vas faire 55% en 6 mois. Ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu. Non, mais ça sent le vécu. Non, mais ça me fait marrer parce que les gens sur la bourse, alors c'est l'explosion atomique, je mets 100 000, je vais avoir 222 000. Non, la bourse, c'est une école de patience. Si vous faites 5% par an sur 10 ans, vous êtes très bon. Il faut dire ça aux gens parce que les gens ont le sentiment qu'avec la bourse, c'est le casino pur et simple, qu'on double le capital en l'espace de 2 mois. Juste pour compléter ce qu'a dit mon ami Alain, moi je suis complètement d'accord avec lui. Les grands acteurs du secteur ne sont pas survalorisés. Toutes les petites boîtes périphériques, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes là-dedans. Je pense que notamment tout ce qui est cabinet de conseil qui est coté en bourse, avec l'intelligence artificielle, ça pourrait être disrupté. Il faut bien comprendre que maintenant, certaines tâches ne sont plus faites par les êtres humains, mais par l'intelligence artificielle. Donc, il y a des questions à se poser. Et en fait, l'intelligence artificielle, au-delà de se masturber l'esprit sur bulle, pas bulle, ça va baisser, on s'en fout, c'est de se dire quels sont les secteurs qui pourraient être les plus perturbés. Et je crois que c'est la thèse et le thème évident dans les 5 prochaines années, parce que moi, par exemple, Ipsos, c'est une valeur que je recommande depuis des mois. Elle perd 35% depuis le début de l'année. C'est dans les sondages, c'est dans les études. La valeur n'est pas chère, ça vaut en termes de PER 5 fois. Ça ne monte pas. Tout le monde parle d'OPA, il n'y a rien. Tout simplement parce qu'on a peur que l'intelligence artificielle disrupte Ipsos. Donc moi, c'est mon plus gros gain de l'année. Je l'avais recommandé à 45, ça vaut 32 balles. Mais c'est vrai que j'ai pas vu, et c'est du vécu, j'ai pas vu que cette disruption liée à l'intelligence artificielle pouvait faire en sorte que ce genre de valeur, plus personne ne l'achète. Alors c'est intéressant ce problème de disruption parce que c'est un des dangers de ce qui se passe en ce moment sur ce business de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est ceux qui ont le plus de données, qui ont donc le plus de gros centres de data center, qui ont le plus d'énergie, qui aujourd'hui trustent cette chaîne de valeur, avec tous ceux qui autour leur fournissent ça. Mais ce qui peut se passer, parce que tout le monde réfléchit à ça, c'est comme sur l'énergie, tout le monde réfléchit à comment je peux faire pour m'insérer là-dedans à moindre coût. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec DeepSeek, ça a quand même mis un peu d'ambiance à un moment donné quand ils sont arrivés sur le marché parce que ils étaient arrivés avec quelque chose qui était beaucoup moins coûteux. Mais si demain quelqu'un arrive en disant moi j'ai de l'énergie à 1 euro le mégawattheure d'électricité, c'est comme absurde ce que je dis aujourd'hui, mais pourquoi pas, ou bien je peux faire des data centers en consommant beaucoup moins d'énergie, en consommant beaucoup moins de ressources, ou bien je fais des modèles d'IA qui sont plus performants en consommant moins de tout ça, bah là, le marché, il pourrait réapprécier certaines choses. Et là, on va voir qui émerge de tout ça. C'est des gens qui ont réussi à faire des investissements raisonnables parce qu'ils peuvent les arrêter, peuvent les doser. Par contre, ceux qui arrivent billes en tête et qui font un peu, on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucun de fait ça, mais un peu n'importe quoi, bah ceux-là, ils vont se faire massacrer. Donc, il peut y avoir des revirements assez spectaculaires dans ce business-là, et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut être particulièrement liquide et pas se retrouver coincé avec des investissements où on sait pas sortir, quoi. Ok, et justement pour finir sur cette question de là où il faut pas aller pour l'instant. Là, juste après, on parlera du Black Friday, on va voir justement où il faut aller, mais d'abord pour finir sur où est-ce qu'il faut pas aller. Comment tu aurais pu repérer typiquement ce dont tu parlais là, sur la valeur qui a perdu, qui est passé de 45 à 32, je sais plus ce que tu as dit, Ipsos. Comment est-ce que tu aurais pu voir ça, tu vois, pour anticiper ça? Si j'avais été meilleur, si j'avais été... Moi, je vais dire un truc maintenant. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, on sent très bien que l'automobile, c'est compliqué. Grosso modo, les gens roule de moins en moins dans les grandes villes. Il y a de plus en plus de taxis, de Uber, de Bolt, tout ce que tu peux imaginer. On se rend bien compte qu'il y a une concurrence chinoise effrénée. Donc, est-ce qu'on a envie d'acheter des constructeurs français? Je suis pas sûr. Donc, en fait, pour comprendre tout ça, il faut essayer de déceler les tendances. Les ESN, c'est la même chose. Dans le futur, les ESN, sauf les très grosses comme Capgemini qui ont réussi à acheter des boîtes dans l'IA, c'est compliqué de recommander les ESN parce que dans le service numérique, ça va être de plus en plus disrupté par l'intelligence artificielle. Là, on avait besoin de 20 gars pour
pour un modèle dit de digitalisation, on n'aura plus besoin que de 3 ordinateurs et de 2 gars. Donc c'est vrai qu'il y a des problématiques et les boîtes sont pas stupides, elles se rendent bien compte que l'intelligence artificielle permet de disrupter. Donc quand elles voient une ESN, elle dit attends, ton tarif c'est plus 400 euros l'homme, c'est 320 euros. Donc on sent très bien que ça peut être déflationniste. Donc comment on repère tout ça? En essayant de lire, en essayant de se documenter, en essayant de comprendre les futures tendances, mais c'est pas facile quand même. On peut avoir des couacs. Et là pour vous, je lance là-dessus. Je voulais juste avoir ta avis 2 secondes là-dessus, mais ça se trouve c'est ce que tu allais dire. C'est est-ce qu'il y a des boîtes là comme ça où pour vous c'est évident, mais dont la valeur n'a pas vraiment baissé et qu'il faudrait fuir, entre guillemets, même si personne n'a de boule de cristal? Est-ce qu'il n'y a pas des boîtes où vous dites là, non, attendez, personne ne s'est rendu compte, mais là c'est trop haut? Ou alors au contraire, des boîtes où il y a eu une peur, mais presque too much, où au final, mine de rien, un endroit où il fallait aller, ça devient potentiellement une affaire parce que les gens ont eu trop peur. C'est pas facile, hein. Non, mais alors moi, je vais répondre parce qu'Alain, il est là, il sait plus. Non, je sais pas. Là, non, mais par exemple, moi. Non, mais après, elle n'est pas facile, la question. Mais... Non, mais Essilor, boule de la mort. Je pense que c'est la valeur à avoir dans tous les portefeuilles mondiaux parce que je pense qu'avec le vieillissement de la population, la rentabilité, Meta qui est au capital, les lunettes connectées qui vont exploser, Essilor, même à 35 fois les bénéfices, on continue d'y aller. Je pense que les maisons de retraite, il y a eu encore un article ce matin, on s'aperçoit que cette année, il y aura plus de décès que de naissances. Il y a un vieillissement de la population, on ne saura plus comment financer nos retraites, on ne saura plus comment financer. Je pense qu'il faut avoir également des maisons de retraite. Pour moi, ce sont des thèmes incontournables. L'automobile, je suis plutôt à l'écart parce que c'est compliqué dans le secteur. Le luxe, faut en avoir. Mais encore une fois, moi, j'ai une logique de stock picking. Donc, il y a des boîtes dont je ne veux plus entendre parler. Par exemple, dans le luxe, je préfère l'ultra luxe au luxe. Je préfère du Brunello Cucinelli ou de l'Hermès à Kering, même si Kering a fait un beau parcours. Donc, voilà, quoi. Il faut séparer le bon grain de livret dans chaque secteur. Alors, dans chaque secteur, il y a des valeurs intéressantes. Ouais, moi, j'ai deux points. Le premier sur les valeurs à éviter. Moi, je crois aujourd'hui, quand on avait la chance d'être dedans, les bancaires, je pense que ça a fait 80% de la hausse, quoi. Je crois que c'est passé un peu la hype sur les bancaires. Je pense que alors il va y avoir des gagnants aussi là-dedans parce que on va parler après des monnaies, mais je pense qu'il va y avoir des gagnants autour des paiements, autour de tout ça. Enfin, je pense qu'il va y avoir des choses, mais globalement c'est un secteur qui va encore bouger, qui est quand même soumis à pas mal de pression réglementaire, donc c'est pas évident. Après, je pense que par rapport à ce que Eric évoquait sur Ipsos, on a tous nos boulets. Moi, j'en parlerai tout à l'heure. Non, mais tout le monde en a, mais c'est intéressant de voir comment on aurait pu faire. Non, mais en fait, je pense que et c'est en ce moment que c'est comme ça. Je pense que ça n'a pas tout le temps été comme ça, mais en ce moment c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas s'obstiner. C'est-à-dire qu'en fait, les marchés sont très polarisés et quand ils aiment pas, ils aiment vraiment pas et on se fait laminer. Et alors on peut avoir raison et on est sur Palantir et on est sur la hype positive et le titre explose à la hausse. On est sur les valeurs du spatial et très bien ça performe. Par contre, à un moment donné, la hype se retourne ou au contraire où ça se passe sur Ipsos ou le titre que j'évoquerai tout à l'heure, en fait avant on avait des techniques de trading, c'est-à-dire qu'avant les traders, eux quand ça va mal, quand quelque chose ne va pas dans leur sens, ils n'hésitent pas, ils coupent. Et puis c'était le monde des traders, puis il y avait le monde des investisseurs qui restaient investis, et puis j'avais fait une bonne analyse, ça va finir par payer, et puis dans 3 ans ça commence à payer, puis dans 5 ans ça commence à être très rentable. Aujourd'hui, quand vous faites ça, le titre il perd 70% ou 50% ou 60%, vous mettez, pour revenir à votre prix d'achat, vous allez remettre 3, 4, 5 ans, et pour être rentable, il vaut mieux être sur autre chose. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que on se retrouve dans un monde aujourd'hui où les investisseurs sont contraints d'adopter des techniques de trading, en fait, c'est-à-dire pas à la minute, je dis pas que quand le titre, vous achetez à 100, ça vaut 98, vous vendez. Par contre, faut se mettre un seuil d'alerte, c'est-à-dire que vous achetez à 100 parce que vous avez fait votre analyse Ipsos ou le titre dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un suspense, il y a un suspense qui est assez impressionnant. Ouais. Mais enfin bon. Ouais. Et donc, en fait, quand vous avez perdu 10, 15% ou 20%, vous vous posez la question et vous dites, est-ce que je continue d'être sur ce choix-là et est-ce que j'aurais pas autre chose à faire avec mon argent que d'attendre que ça repaye sur le titre? Parce que généralement, en ce moment, quand le titre il est mal barré, ça fait très mal, très vite. C'est-à-dire qu'on parlait de Stellantis, on parlait de boîtes comme ça autour de l'automobile. Voilà. Dassault Systèmes, c'est un bon exemple. Je lui coupe la parole, mais Dassault Systèmes, c'est une boîte que tout le monde adorait. Non, mais c'est pour compléter que Sidi. C'est pas pour tenir le crachoir, puisque lui, on n'est pas à carte sur table entre marché et Mitterrand en 80. Mais par exemple, Dassault Systèmes, toute la place de Paris adore cette boîte. Elle vaut 18 fois les bénéfices alors qu'elle a une moyenne historique de 35. Et pourtant, personne ne va sur Dassault Systèmes. À 30, tout le monde en achetait. À 28, tout le monde en achetait. À 26, tout le monde en achetait.
acheter. Ça vaut 23-24, tout le monde, personne n'en veut parce qu'on se dit les éditeurs de logiciels vont être disruptés. Donc, c'est où je rejoins Alain, c'est que parfois on se dit non, mais la boîte, elle a perdu 25%, c'était une star, et ben elle peut encore perdre 40%. Donc, il faut faire très attention parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, la value, c'est-à-dire se dire, tiens, la boîte, elle vaut 18 fois les bénéfices alors qu'elle valait 32 fois en moyenne historique, on s'en fout complètement, on vend une thématique, un secteur et on revient plus dessus. Même chose sur Capgemini, ça vaut 10 fois les bénéfices Capgemini. C'est donné de chez donné, personne n'en veut, elle fait moins 20 depuis le début de l'année, il y a beau avoir des articles partout, personne n'achète la valeur parce qu'on se dit que les ESN sont complètement disruptés. Ne pas rattraper un couteau qui tombe. On va tout de suite écouter une question de Clotilde. Et justement, on va parler On est dans les temps là ou valeurs. on est trop long? Faut qu'on y aille. C'est pour ça là, on passe. Voilà, c'est parti. On peut continuer à discuter. Allez, c'est parti. On pourrait faire 3 heures. On écoute Clotilde. Salut Amaury, salut la martingale. Vendredi dernier, c'était le Black Friday, donc je me suis dit que c'était le moment de faire des bonnes affaires aussi en bourse. Du coup, je voulais savoir ce que vous pourriez me recommander pour être bien positionné en bourse en 2026. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Quelles sont les valeurs intéressantes du moment? Je sais que Airbus, l'action a pas mal baissé là. Du coup, est-ce que ce serait une bonne idée d'investir là-dedans? Et j'avais acheté du Stellantis il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est fortement en baisse. Est-ce que c'est une bonne idée de le maintenir ou est-ce que il serait préférable que je le vende? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clotilde pour ta question. Alors avant de parler des valeurs à suivre, à potentiellement acheter, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais on va vous donner des idées pour ceux qui le souhaitent, pour bien commencer 2026 en termes d'investisseurs et d'investisseuses. On lui répond? Déjà, alors on va lui répondre. Déjà Airbus. Bon, il s'est passé, voilà, il y a eu un petit moins 10% d'une matinée lundi matin. Je sais plus où en est le titre là d'ailleurs. Ça a remonté un peu depuis. Ouais. Bon, il y a eu 2 problèmes. Il y a le problème du logiciel, on perdait moins 3% après le logiciel, puis après un problème sur les fuselages. Donc le titre perd moins 10%. La problématique, c'est qu'avec tout ça, on se demande est-ce qu'ils pourront livrer les 820 avions cette année? Est-ce qu'ils feront les 7 milliards de résultats? Moi, ce que je n'aime pas dans ce genre de dossier, même si je trouve que contrairement à Boeing qui a attendu quand même 2 crashs pour communiquer, je trouve que de la part d'Airbus, en termes de communication, c'est parfait. Maintenant, quand les problèmes arrivent, vous savez ce que disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et ben, c'est exactement ce qu'on voit sur Airbus. Donc moi, je n'irai pas sur le titre pour le moment. Je voudrais savoir quand même quel sera l'impact de tout ce qu'on a vu en termes de problèmes techniques sur la valeur. Donc, il faut mieux rester à l'écart, d'autant plus que le parcours est exceptionnel depuis le début de l'année. Sur Stellantis, 3e trimestre a été bon en termes de croissance organique, notamment aux États-Unis où ça repart. Le problème, c'est que nos amis, ils ont encore fait des charges exceptionnelles en disant on va passer les provisions. Et la renta opérationnelle va être entre 2 et 4% max du max cette année. Donc moi, même si la valeur, elle vaut 3 fois les bénéfices en termes de value, c'est typiquement le cas d'une valeur qui est donnée, qui n'est pas chère, mais dont les investisseurs ne veulent pas. Et puis moi, sur les automobiles, franchement, j'ai vu les modèles chinois BYD. Je suis pas un cynophile comme on dit, mais franchement, c'est des super voitures. Il y a une concurrence effrénée. L'Europe ne fait rien pour que ces voitures n'arrivent pas en France. Donc, je suis vraiment assez mitigé sur le secteur de l'automobile, sauf une valeur qui a bien baissé, qui s'appelle. Qu'est-ce que je vais recommander dans l'automobile? Ah, je sais pas. Ferrari. Mais tu sais quoi, en plus, c'est drôle parce que j'allais te lancer là-dessus. Ferrari. Parce que je me suis dit. Ferrari. Eric va passer de Ferrari à des voitures chinoises. Donc, Non, Ferrari. Autant je suis positif sur Ferrari, autant sur Stellantis pour répondre à Clotilde. Je suis pas acheteur. Ça vaut 3 fois les bénéfices. Moi, j'ai vraiment du mal, aussi bien avec l'automobile et puis avec les équipementiers automobiles. C'est une catastrophe. Ils sont concurrencés par les Chinoises. Et alors là, juste là, dans son cas, pour lui répondre, donc elle l'a acheté. À un moment, elle gagnait un peu d'argent, puis elle l'a gardé. Le problème, puis là, elle est en perte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voulait pas en racheter. Elle dit qu'est-ce que je fais avec mes titres? Et on est typiquement dans le cas dont on parlait il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je sors de l'automobile. Moi, c'est le seul secteur sur lequel je suis à l'écart. Sauf sur Ferrari. Mais sachant qu'elle va pas s'amuser à tous les mois à refaire des allers-retours, etc. Pour des cas de gens comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort? Alain, tu sortirais aussi, toi, de Moi, je sortirais aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Donc, je vendrais. Voilà. Alors, mais il faut être vraiment dans une optique, et c'est là que je reparle du trader. Le trader, il fait des opérations, il s'attache pas à des titres, ça tourne mal, il coupe, il se remet sur autre chose. En fait, l'investisseur, aujourd'hui, ce qui n'était pas comme ça il y a 5 ans, il y a 5 ans, on raisonnait vraiment des investissements longs, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment rester focus sur des portefeuilles qui ont un sens à
court moyen terme, parce que quand vous vous faites découper, comme on s'est fait découper sur Stellantis par exemple, bah ça va mettre des mois, parfois des années, avant de revenir sur quelque chose de positif. Là, je vous challenge. Non, mais attendez. Non, mais attends. France Télécom, 220 € il y a 25 ans, ça vaut combien? Orange maintenant. Non, mais ce que je veux dire, il est possible que sur ce genre de valeur, on ne remonte quasiment jamais. Ok, bah très clair. Imaginons que vous avez raison, et dans ce cas-là, il faut vendre Stellantis. Là, tu as un PEA, tu vends Stellantis, tu cherches une autre valeur PEA là, qui est intéressante, tu vas quoi? Et si l'or. Donc là, tu achètes du Essilor. Mais oui, sur du long terme. Et évidemment, on est de plus en plus vieux. LVMH, Schneider, Legrand, enfin des valeurs comme ça. Faut faire un panachage. Et après, moi, c'est Hermès, ouais. même si c'est 35 fois les bénéfices, parce que c'est des super dossiers, parce que c'est des dossiers quoi qu'il arrive. Essilor, pourquoi je parle comme un gogol d'Essilor en permanence? C'est parce que les gens vieillissent de plus en plus. Les gosses sont de plus en plus sur les ordinateurs, sur les iPads, sur les téléphones portables. On a de plus en plus besoin de lunettes. Donc, étant donné qu'on a de plus en plus besoin de lunettes, qu'il y a un vieillissement de la population, qu'il y a de moins en moins de jeunes, puisque les gens meurent de plus en plus, il y a de moins en moins de naissances, on le voit en France, on le voit en Italie, c'est une valeur qui est incontournable. C'est comme l'air liquide, il y a 100 ans, on disait il faut de l'air liquide, c'est tout. Donc, Essilor en portefeuille. Juste deux secondes, Airbus, juste, je voulais donc Eric est pas acheteur Airbus là, c'est niveau, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire quand même, même s'ils ont eu des difficultés, sachant que Boeing, en termes de com, tout le monde flippe parce qu'il y a eu plein de crashs, etc. Est-ce que c'est pas un... Non, on ne sait pas combien ça va coûter. Moi, ça vaut 35 fois les bénéfices Airbus. On ne sait pas combien vont coûter toutes ces conneries. Faut attendre un petit peu, il n'y a pas d'urgence. Après, moi j'ai deux choses à dire par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Le premier, c'est pour 2026, ce qu'il faut, je pense, c'est se fixer quand même une stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être stock picker comme Eric, mais Eric, si vous décortiquez comment il choisit une valeur, vous verriez qu'il a une stratégie. Et elle change. Ah bon? Bah oui. Elle change pas énormément tous les ans, mais il a un filtre de lecture des valeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut. Depuis qu'il s'est acheté des lunettes Essilor. Ah oui, non, c'est Tom Ford. Tom Ford, c'est Gucci, je crois, d'ailleurs. Kering. Par rapport à votre à Madame la Clotilde, c'est ça qui oui, Clotilde. Quel mépris, Madame Clotilde, quel mépris. Madame Clotilde. Voilà, ouais. Pour répondre à Clotilde, moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'elle se fixe une stratégie pour les mois qui viennent, parce que si elle va un peu Airbus ABC, j'achète Airbus, j'ai du Stellantis, je vais le garder et ça va empiler des valeurs pas terribles. Je pense qu'il faut qu'elle se fixe une stratégie. Moi, ma stratégie, elle est très claire pour 2026. C'est la croissance rentable. C'est-à-dire que c'est ma grille de lecture, je ne commence à regarder un titre que s'il fait de la croissance et si c'est rentable. C'est les premières choses. Ça permet d'éviter quand même pas mal de bruit autour des marchés. Et puis l'autre point sur les valeurs, je pense que ce qui est très très important en bourse, c'est les changements de statut. Alors on voit par exemple Airbus, et c'est pour ça qu'on fait attention sur Airbus aujourd'hui, c'est que c'est peut-être une valeur qui est en train de changer de statut. C'est-à-dire que c'était la valeur qui fait voler des avions, il n'y a pas de problème, ils en font 160 par mois, tout va très bien, etc. Je peux pas 160, mais c'est peut-être un peu moins. Mais c'est l'objectif d'en faire énormément par mois, tout va très bien, etc. Puis à un moment donné, on se rend compte que ils produisent, et puis comme tout le monde, quand vous êtes au maximum des capacités, il y a des problèmes de qualité qui risquent de se poser. Attention, parce que si Airbus passe d'une valeur croissance visible, sécurité maximum on se pose des questions et à chaque fois qu'ils vont parler, on va commencer à se dire, ils racontent peut-être quelque chose qui peut les faire changer de statut. Là, le titre, c'est pas moins 10, moins 15 qu'il va prendre. Et on a vu, par exemple, Carrefour, qui était une super boîte, c'était génial, c'était extraordinaire, c'était tout ça. Puis ça a changé de statut, c'est devenu un distributeur concurrencé qui fait la guerre des prix. Ils se sont fait laminer. Inversement, vous avez des valeurs qui restent sur leur statut Hermès, qui reste sur son statut de valeur de luxe, de grande qualité. Tant que ça, ce n'est pas remis en cause, on peut y aller. LVMH, c'est pas remis en cause sa stratégie et sa qualité de valeur de croissance dans le luxe. C'est excellent. Donc, vous voyez, et je pense que c'est ça. Et l'autre point, c'est une boîte qui change de statut positivement. C'est-à-dire que Essilor a changé de statut il y a 18 mois. C'est-à-dire que c'est passé d'une valeur qui faisait des lunettes, concurrencé par tout un tas de trucs, à une valeur qui devient plus tech, vous voyez. Donc, et c'est là que ça devient un enjeu pour la société, d'être capable de surfer sur ça, et ça peut durer 10 ans, ce changement de statut. Quand la bourse vous apprécie différemment, vous êtes sur une trajectoire qui peut être excellente, vous voyez. Moi, je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut regarder. C'est pas évident à lire, mais il faut se poser à un moment donné. Mais tout ça, vous ne le faites que si vous pouvez filtrer les choses. C'est-à-dire que si vous êtes à prendre toutes les informations qui circulent sur les valeurs, vous êtes mort parce que il y a beaucoup trop d'informations qui circulent, même si vous êtes aidé avec des outils d'IA qui peuvent vous aider à filtrer tout ça. Mais si vous commencez à filtrer un peu, vous arrivez assez facilement à vous définir un paquet quand on est particulier, une petite centaine de valeurs à regarder.
c'est tout à fait gérable dans le temps, vous êtes à l'aise parce que de temps en temps vous en sortez une, vous en entrez une autre, c'est pas très grave. Mais si vous vous amusez à essayer de suivre les 30 000 valeurs et les 40 000 ETF qui existent, c'est déjà condamné, vous êtes déjà mort. On a oublié de parler du secteur de la défense. J'ai regardé depuis le début de l'année dans les fonds européens, ils ont collecté 11 milliards d'euros. Et par exemple, une valeur de la défense qui, pour moi, est une très belle valeur, c'est Thales. Ça vient de perdre 20% par rapport à son plus haut. Ça vaut 18 fois les bénéfices. C'est une boîte qui est très rentable. Il y a du free cash flow. On se rend bien compte que l'OTAN ne va pas assez vite, puisque je crois qu'il consacre 2% du PIB à la défense. Ça sera à 5% d'ici 3 ans. On se rend bien compte que même si en Ukraine, il y a une espèce de paix avec la Russie, l'hégémonie de notre ami Poutine est loin d'être terminée, donc il peut continuer ses délires et ses conneries. Donc avoir du Thales en portefeuille, c'est pas déconnant dans la conjoncture actuelle. Certes, ça a baissé parce que les gens se sont dit oui, Russie, Ukraine, c'est la paix, mais moi c'est tout à fait par exemple la valeur que je mettrai en portefeuille. Donc Essilor et Thales pour jouer la défense, pour jouer la montée en puissance du secteur, et Essilor me paraissent être 2 très belles valeurs à avoir en portefeuille. Mais typiquement, la défense, c'est depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est un secteur qui a changé de statut. C'est-à-dire que on était sur des boîtes qui vivaient de commandes, c'était difficile, les budgets qui baissent, etc. Difficile l'innovation, difficile l'investissement, difficile le chiffre d'affaires, etc. À des entreprises qui ont maintenant une très grande visibilité, parce que on évoque, alors j'aime bien le côté géopolitique, c'est si la guerre s'arrête, si la guerre continue, on va falloir accélérer les investissements. Et si la guerre s'arrête, on prépare la prochaine parce qu'on sait que Poutine va faire quelque chose. Et ce qui s'est passé aussi, je trouve, qui change aussi le statut des boîtes de défense, c'est qu'on les regarde pratiquement comme des boîtes de tech aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la défense, c'est pas simplement envoyer des fantassins sortir de la tranchée et puis aller à la baïonnette vider la tranchée d'en face. C'est les drones, c'est la cybersécurité, c'est la technologie, des technologies embarquées sur tous les matériels possibles imaginables. Et on se retrouve dans des entreprises qui sont valorisées très différemment. Alors moi c'est et qui ont pas mal baissé, elles ont perdu entre 20 et 25% par rapport à leur plus haut historique. Ouais. Donc c'est peut-être le moment de rentrer justement. Alors si la guerre s'arrête, il y aura peut-être besoin de moins de munitions, mais on a besoin de plus d'équipements. Donc c'est un secteur, il faut avoir 5% de son portefeuille dans la défense. Tu choisis Thales si tu préfères Thales. Dassault Aviation, c'est intéressant parce qu'ils ont également 27% de Thales et qu'ils ont 2 produits fantastiques, le Rafale et ce que j'aime le plus au monde, le fameux Falcon. Mais ils ont des difficultés à en vendre en ce moment parce que c'est pas politiquement correct de se balader en jet privé. Non, plus sérieusement, c'est 2 valeurs, pour moi, françaises qu'on peut avoir en portefeuille. Tu rajoutes Exosense dans la vision nocturne, qui est une small, et Exile Technology, qui est spécialisée sur les drones, qui est l'ex-Finuchem et qui a connu une croissance stratosphérique. Je pense qu'entre ces 4 sociétés, mettre 5% de son portefeuille sur la défense, dans la conjoncture actuelle, avec ce qu'on voit, avec Trump, avec Poutine, c'est une stratégie qui me paraît assez intéressante. Et puis après, si vous voulez, il y a un truc, on entend beaucoup de bruit sur l'éclatement de la bulle, la Fed, le dollar, la croissance, etc. Mais si on regarde les sous-jacents de pas mal de secteurs, on est sur des potentiels extraordinaires. La cybersécurité, ça va croître énormément. Le spatial, on en parlait, ça va croître énormément. La santé, moi, c'est un secteur que j'ai du mal à suivre parce que techniquement, c'est assez complexe, mais c'est un des secteurs qui évolue. Pourtant, il y a un marché, parce que la population vieillit, les gens... Oui, mais techniquement, c'est difficile à appréhender, parce que sur quel labo, quand t'es pas médecin, c'est comme les biotech. C'est dur à choisir. C'est dur à choisir. Mais il va se passer énormément de choses autour de ça. Tous les semi-conducteurs également. Et puis alors, moi, il y a un secteur que j'aime beaucoup, vous évoquiez le géant vert, c'est l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait l'énergie qui est devenue c'était le cadet des soucis de beaucoup d'investisseurs. On restait avec nos boîtes pétrolières et puis voilà quoi. Et là en fait aujourd'hui on se rend compte que l'énergie c'est non seulement pour la planète, parce que faire de l'énergie propre, ça fera quand même être intéressant. Et on voit le développement du solaire. Moi, c'est un segment auquel je crois beaucoup. Et puis, on voit aussi que c'est pour la suprématie nationale, c'est extrêmement important pour les États-Unis, pour la Chine, pour l'Europe qui court avec ses petites pattes, mais enfin on essaye quand même. Mais l'énergie et amener l'énergie qu'on fabrique ou qu'on transforme dans les data centers ou dans l'économie, c'est un enjeu clé pour les pour les États et pour l'avenir du monde, quoi. Donc clairement, j'évoquais tout à l'heure la stratégie, la croissance rentable. Bon, on évoquait la défense, cybersécurité. Ces boîtes sont rentables, elles investissent, mais elles sont rentables parce que c'est devenu incontournable. La santé, il va se passer énormément de choses
visibilité de croissance extraordinaire. Alors après, tout le monde va pas croître, hein, c'est pas aussi simple que ça. Et puis autour de l'énergie, il y a énormément de choses à faire dans l'énergie propre, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. En parlant d'énergie, juste, qu'est-ce que vous pensez de Total Energy, valeur française? Quel est votre avis sur Total? Chiant à mourir. Ouais, non, Non, chiant à mourir. Non, mais c'est un très beau dossier. Alors, autant les renouvelables, ils sont bien. Ça vaut 7 fois les bénéfices. Il y a un rendement de 5%. Personne n'en veut vraiment, quoi. Autant Engie a fait rêver parce qu'il y a une très bonne stratégie, autant sur Total Energy, moi, je suis pas tellement convaincu. À la limite, dans le secteur, je préfère Viridien, qui est une parapétrolière qui est spécialisée sur l'analyse des données, ou Valorec, les tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière. Je préfère jouer ces deux boîtes que Total Energy. Total Energy, ça fait des années qu'on dit que c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas cher. D'abord, il y a un tel mastodonte qu'elle est très difficile à bouger. Le baril de pétrole n'est pas au mieux en ce moment. Ça vaut quoi? 60-62 $. Donc, pas cher, mais c'est le type même de valeur de value dont j'ai pas envie d'aller. Alors. Sur laquelle j'ai pas envie d'aller. Je parle très très mal aujourd'hui. Je sais pas ce que je... Alors, en fait, typiquement, c'est un secteur qui est l'énergie fossile, hein, globalement, malgré tout, quoi. Et c'est un secteur qui n'intéresse effectivement plus grand monde. Et pour des raisons, il y a l'ESG bien sûr, mais il y a aussi tout simplement un investissement long terme. Si vous regardez aujourd'hui les très grands investisseurs institutionnels qui investissent pour 20-30 ans, parce que eux-mêmes ont des problématiques de passifs qui les obligent à rendre l'argent d'ici 20-30 ans à leurs retraités ou à leurs fonctionnaires divers et variés quand ils font des plans des fonds de pension très long terme. Et en fait, ces acteurs-là n'achètent plus ça, parce que c'est un actif qui va disparaître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça va pas disparaître, c'est-à-dire que ça aussi, j'entends ça beaucoup, on aura toujours besoin de pétrole. Oui, on a toujours besoin de bois et de charbon, voilà, c'est comme ça. Mais plus personne n'investit dans le charbon, parce que tout simplement, les boîtes, elles ont toutes disparu, quoi. Donc, c'est quand même ce qui attend ce secteur-là. Alors après, Total Energy, c'est le bon élément. À moins qu'ils se diversifient, quoi. Mais c'est ça le truc, c'est ça. Mais ils sont diversifiés dans les énergies renouvelables, mais ça prend pas en bourse. Mais non, mais ça commence. Mais parce que c'est pas parce que eux jouent la transition, eux ils sont responsables aussi. Je veux dire, quelque part dans leur approche, ils y vont pas à pas parce que ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Mais je pense que si on se projette à 20 ans, c'est eux qui ont réussi progressivement à changer leur mix pour faire plus de renouvelables. Ils vont passer par le gaz pour arriver aux renouvelables. Ça va mettre beaucoup de temps. Mais je comprends le raisonnement. Mais tant que ça n'est pas intégré et mis en œuvre, ils vont pas changer de statut. Et donc, ils seront amenés par le bas avec les autres, avec toute une bande de clowns qui continuent d'investir uniquement dans le pétrole parce que Trump a dit qu'il fallait forer. Mais c'est absurde et ça va leur coûter cher en bourse. Et vous regardez, vous prenez un ETF pétrole, mettez-le par rapport au MSCI et puis vous verrez que il valait mieux pas être dedans, quoi. Ok, intéressant. Rapidement, parce que je sais que ça embête tout le monde, mais un petit point sur les taux des banques centrales, parce que ça drive quand même les marchés. À quoi s'attendre La BCE, comme d'habitude, la garde, même si l'économie européenne est à zéro, elle fera zéro, parce qu'elle est nulle, ils sont tous nuls en Europe, c'est une catastrophe, cette Europe est une catastrophe. Du côté de la Fed, je peux dire le mot, c'est un bordel sans nom, parce que le shutdown, on n'a pas de statistiques. Il y a un truc intéressant que j'ai vu, l'intelligence artificielle contribue entre 20 et 25% à la croissance américaine. C'est intéressant. Ce qui veut dire que s'il y avait un effondrement, une chute des marchés, ça serait pas génial sur la croissance américaine qui patine. Donc ça, il faut prendre en compte aussi. Il pourrait y avoir des impacts, pas simplement micro, Nvidia, etc., des impacts macro. Maintenant, moi, je trouve que la Fed est complètement dans le brouillard. Alors, il est probable qu'on baisse les taux de 25 points de base la prochaine fois. On sent que l'économie américaine ralentit. La France, par miracle, a échappé au choc sur la dette, parce que comme on est capable de créer des impôts de merde toute la journée, finalement, il n'y a pas des investisseurs étrangers qui vont vendre la dette française. Hein. On se retrouve avec du 3,45 alors que la situation des finances publiques est calamiteuse. Donc, l'Europe, BCE fera pas grand-chose. La Fed, on va vers des baisses des taux. Moi, j'ai un peu peur quand même que toute cette politique complètement stupide de Trump sur le protectionnisme, on va s'apercevoir que ça va peser sur la consommation des ménages, on va s'apercevoir que ça va peser sur l'économie américaine, et je ne suis pas sûr qu'en 2026, on ait une bonne surprise sur l'économie américaine. Et juste très rapidement, Alain, tu peux répondre dessus. Si on n'a plus Jérôme Powell à la tête de la Fed et quelqu'un qui est plus Trump compatible, entre guillemets, est-ce que ça peut pas être
une fausse bonne idée sur le long terme, mais à court terme, est-ce que ça peut pas booster les marchés si finalement t'as quelqu'un qui baisse les taux à fond? Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on pense qu'il a choisi son candidat et apparemment ce serait Kevin Hassett, qui est quelqu'un qui veut absolument faire énormément baisser les taux. Donc on va se retrouver avec un petit boom quand même à ce moment-là, parce que ils vont pas y aller à coup de 25 centimes en réfléchissant, en se demandant machin, truc bidule, ils vont y aller franco. Première chose, ils vont refaire des injections de liquidités. Donc pareil, tout ça c'est quand même, vous mettez de l'essence sur quelque chose qui est... Et tu peux pas jouer entre guillemets avec ça si tu sais que ça a des chances d'arriver il faut vendre la dette américaine. Moi je pense qu'il peut y avoir un choc sur la dette américaine, que les investisseurs vont faire la même chose qu'ils ont fait en mars dernier avec les droits de douane. C'est-à-dire que s'ils commencent ces conneries avec des baisses de taux trop importantes, il peut y avoir un choc. Oui, mais est-ce que ça peut pas booster des valeurs en bourse Je suis pas sûr. Moi je pense qu'on peut aller vers un crack s'il y a un truc comme ça. Mais enfin moi c'est mon avis depuis le début, on en a parlé avec Alain, je sais pas s'il est d'accord avec moi encore. Ce qu'il y a c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a ce qu'on pense, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, mettre trop de liquidités dans le marché, c'est très gênant. Et puis, il y a quand même les marchés qui investissent massivement sur ce genre d'idées. Pourquoi les marchés résistent Sauf s'il y a, Alain, excuse-moi de t'interrompre, sauf s'il y a beaucoup d'inflation. Sauf si l'inflation repart. S'il continue à baisser les taux avec une inflation qui repart, s'il est derrière la courbe de l'inflation, on va avoir un problème l'an prochain. Mais enfin, c'est là que c'est compliqué. C'est que on a un secteur tech qui est très booming, et puis le reste de l'économie américaine qui est quand même un peu difficile. Quoi. Et avec l'immobilier qui est quand même pas énorme. Ils évoquent même de faire des emprunts à 50 ans. Bon, donc on en est là. Et ce que je me dis, c'est ce qu'on pourrait avoir, c'est un peu de transfert vers cette économie-là. Et plus la bourse de l'économie tech qui serait enflammée par cette injection de liquidité, cette baisse des taux. Donc on peut avoir un début d'année complètement dingue, quoi. Donc mais c'est là je reviens sur la problématique de complètement liquidité. dingue, tu veux dire Bérich? Non, haussier, quoi. C'est-à-dire qu'un dernier rallye, quoi. Puis après bravo pour les baissiers. Et c'est pour ça... Non, mais... Enfin, les baissiers... Moi, je pense qu'on peut prendre moins 15, moins 20 au premier semestre. Non, oui, premier semestre, oui. Ouais, sur les marchés, mais après, au mois de mars, quoi. Enfin, pas tout de suite. Puis après, quoi. il peut se prendre une bonne déculottée, notre ami Trump, au mi-terme. Bon, et c'est super intéressant. Là, on pourrait faire des spéculations. Pour les banques centrales, pour finir, et ce qui est très embêtant aujourd'hui dans les banques centrales, c'est qu'elles sont pas coordonnées du tout, parce que, avec la politique de Trump, tout le monde est revenu sur ses intérêts propres, directs. Et on se retrouve avec des Japonais qui ont une problématique sur leur taux, qui doivent défendre leur monnaie à un moment donné parce qu'ils peuvent pas continuer comme ça éternellement. On a la Chine qui est un stop and go, on a l'Europe qui est on sait pas trop où, et les États-Unis qui vont mettre le feu à tout ça. Donc ça peut avoir un gros bordel sur les devises parce que ce manque de coordination peut être gênant. À la fin, ils vont se coordonner, mais c'est à la fin qu'ils vont se coordonner. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 mois de flottement avec un dollar qui pourrait quand même prendre une grosse patate parce que à force d'injecter de liquidité, et c'est ce que veut Kevin Hassett, c'est quand même qu'il veut aussi faire baisser le dollar. Parce que c'est ce qui a manqué aujourd'hui à Trump pour faire valider sa politique, c'est-à-dire il aurait fait baisser le dollar et mis des droits de douane, on se retrouverait avec un système qui serait aujourd'hui différent. Aujourd'hui, le dollar, il a baissé un peu, mais pas énormément, 10%, c'est pas énorme. Donc, et sa politique ne fonctionne pas à cause de ça. Donc, parce qu'il manque cet élément de baisse des taux. Et lui, Trump, le long terme, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est apparaître bien mi-2026. Donc, attention, quoi. C'est parce que s'il a quelqu'un à sa botte, ils sont prêts d'injecter des liquidités de milliards, quoi. En fait, très rapidement, s'il y avait, après j'ai une question là, quelqu'un qui a 100 000 € à investir maintenant tout de suite. On a hâte d'avoir vos avis. Juste pour finir, début 2026. Là, comment vous voyez juste la fin de l'année et le début de l'année prochaine sur les marchés? Parce que correction. Un coup, vous nous dites ça peut exploser. Correction. Puis, correction. Ouais, je pense une correction. Décembre. Correction d'abord. Ouais. 10 à 15% de baisse premier trimestre. Les résultats vont être moins bons que prévu. On va trouver toutes les raisons. De toute façon, il faut que ça baisse. Là, il faut qu'on prenne un peu de respiration, notamment sur les US. Il y a besoin de consolider sur les US quand même pour que les marchés repartent après. Donc correction de 15%. Alors moi, je pense que on voit avec les marchés d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, d'aujourd'hui, de cette période de fin novembre, début décembre, c'est-à-dire que tout le monde est en train de fermer les livres tranquillement. Ceux qui ont fait une mauvaise année, ils vont pas jouer un banco pour le dernier mois, et ceux qui ont fait une bonne année, ils vont pas s'amuser à se mettre en risque pour les dernières semaines. Donc pas de gros mouvements. Par contre, début d'année, ce qui est possible, moi je verrais bien quelque chose. Trump va nommer son nouveau président, donc ça va un peu fantasmer, et puis ça va faire un peu comme les résultats d'NVIDIA, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, des résultats exceptionnels,
et puis ça fait pétard mouillé et le marché et le titre baisse de 15% dans la foulée, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les taux vont baisser, c'est super, là, on est parti sur En fait, une c'était période déjà de machin. pricé, quoi. Et puis Une sorte de sell the news un peu. Voilà, mais Donc t'es aussi un peu baissier comme moi, quoi. Ouais, moi je suis un peu. Bon, alors on dit 15, ça peut être 12. Ouais, bon. mais puis je pense qu'il va y avoir un moment, et c'est aussi pour ça que moi j'incite vraiment les investisseurs à avoir des investissements liquides et une attitude de se dire si ça commence à tourner mal, je cherche pas à comprendre, je coupe un peu pour éliminer un peu de risque dans la période. Le stop loss. Ouais, un peu du stop loss, ouais, c'est ça. Dis-moi, on est à 1 heure là, Ok, déjà. ouais, mais justement, Parce qu'on avait prévu d'aller déjeuner là. Mais attends. Il faut qu'on modifie la réservation. On a deux là. questions, on va être hyper efficace. Rapide. Voilà, absolument. Donc là, on va écouter tout de suite Nathan. Bonjour Amaury, bonjour aux invités. Donc, je m'appelle Nathan, j'ai 25 ans. Je sais que plus je détaille, plus la réponse sera précise. Donc, je vais essayer de détailler au maximum. J'ai actuellement 100 000 euros répartis sur plusieurs comptes bancaires différents, tels que Livret Jeune, Livret A, etc., LDD, LEP. Et je n'ai que ça. Je n'ai pas d'assurance vie. Je sais qu'il existe des assurances vie pour investir. Du bitcoin, de la crypto-monnaie, de la bourse, etc. Et je suis un jeune débutant. Je ne sais quoi faire, je ne sais que faire. Et le peu d'intérêt que rapporte une banque m'énerve. Alors j'aimerais, si possible, avoir des astuces pour savoir où commencer, que faire avec cet argent. Il faut savoir que dans cet argent, dans les années futures, il me faudra un apport dans l'optique d'acheter quelque chose, d'acheter un bien immobilier en tant que résidence principale. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas de contraintes pour utiliser le reste de mon capital. Alors, j'aimerais savoir où et comment investir en début avec cette somme-là. Que faire? Où dois-je aller? Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Mini précision Détail encore. que je n'ai pas énuméré. Tous les mois, je mets 1 000 euros de côté. Pas mal, 1000 euros Bon, de côté. bah ouais, mais c'est toi qui as donné, c'est ton fils qui nous écrit 100 000 euros. Ah non, 100 000 euros. son fils, c'est 10 000 euros par mois qu'il met à côté. Bon, merci beaucoup Nathan pour ta question. En gros, Nathan, 25 ans, 100 000 euros de liquidité là, il peut épargner 1 000 euros par mois et sur les. Et il veut acheter un appartement quand même. Voilà, donc il faut. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire là? 25% d'actions, Essilor, Thales, 25% d'obligations. Corporate à 3%, 3,5%, on peut trouver du Saint-Gobain, du Schneider, je sais pas, Alain et connaît mieux que moi les obliques, mais entre 3 et 3,5%, et puis le reste du cash rémunéré à 1 ou 2%. Ok. Bah oui, s'il a besoin d'un apport, Oui, on va bah pas oui. le faire investir. Voilà. Alors bizarrement, moi je suis un peu plus agressif que toi sur ça, parce qu'en fait... Bah, moi, comme je vois les marchés perdre 15%, je vais pas lui dire mettre 100% d'actions, sinon je suis Alzheimer ou débile. Ce qui est possible les deux en même temps. Non mais c'est vrai. Oui. Non mais ça n'a aucune logique. Si je dis que les marchés vont baisser, je peux pas lui dire Et d'investir. mais c'est sûr, mais. Alors moi, ce que je me dis, c'est... Corporate, t'es d'accord sur les Oui, obliques oui, corporate? alors moi je ferais en comparé, je pense qu'il faut avoir une stratégie par rapport à ce que veut faire ce jeune homme, qui est très bien, hein, c'est-à-dire que investir en bourse, ramener des actifs de banque où ça lui rapporte pas assez, chez un bon courtier, il peut aller chez Bourse Direct par exemple, où il Merci. pourra On le prendra j'ai avec pas plaisir. d'intérêt chez Bourse Direct, hein, n'inquiétez pas. Donc moi je pense qu'il faut viser alors effectivement pas avoir plus que 50% en action, avec le fait que Comme il veut avoir potentiellement du cash disponible. ouais, après. c'est ça, donc être tranquille avec ça, pas se poser de questions. Alors peut-être laisser une partie de cet argent-là dans des rémunérations bancaires, même si c'est pas terrible, défiscalisées, il y en a quand même, hein. Si c'est du livret A, bah, ça fait toujours ça de prix par rapport à ça. Attention, je l'ai dit, le livret A, Oui, c'est dans la enfin, cible. C'est combien le maximum du livret A? C'est 22 500, quelque chose comme ça aujourd'hui, et ils veulent le baisser à 19 000 quelque chose. Voilà. Et fiscalisé en plus, ce qui serait en plus, c'est oublié. Voilà, en cible, j'irais donc à 50% en action, et mais en y allant progressivement. Alors en plus, il a la chance d'avoir 1 000 euros de cash qui va arriver tous les mois. Donc viser 50%, je mettrais entre 15 et 20% en actions américaines, 15-20% en actions européennes, 5-10% en actions émergentes. Vous voyez, et je pense que l'idée, c'est de se dire, à la fin du premier semestre 2026, avoir fait les investissements. C'est-à-dire que attendre que ça baisse, commencer par, mettons, en faisant 10, 15, 20% en actions, et puis attendre que ça baisse, et à chaque baisse, allouer dans les allocations que j'ai évoquées. Le reste des obligations, oui, alors on peut faire des obligations, moi je fais des obligations, un peu d'obligations d'État, un peu d'obligations d'entreprise, et puis avoir un peu de diversification sur des matières premières, un peu d'or, un peu d'argent, pour avoir quelque chose qui soit
un peu défensif, même si en ce moment c'est pas extrêmement défensif, parce qu'en fait on voit que c'est quand même très lié au marché, au taux d'intérêt, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt sont annoncés à la baisse, c'est des segments qui performent bien. Quand les marchés sont un peu moins bons, c'est des segments qui sont Vous achetez encore de l'or là aujourd'hui? Tu peux te raconter une sur très anecdote? moyen terme, oui. Vas-y. L'argent, c'est ma plus grande faillite personnelle. J'appelle Alain Pitous il y a 1 an, ça valait $25. Je lui dis, il faut acheter des calls argent. Moi je l'ai D'accord. fait. Attends, écoute bien. Le mec me dit, Alain, il me dit, ouais, tu crois? Moi, j'achète des calls argent. J'ai vendu tous mes calls argent à 31. Ça vaut combien? 58. 58-59. C'est le truc où j'étais le meilleur possible et où j'ai gagné le moins de fric. Bah ouais, mais C'est finalement, une catastrophe. t'as pas Ma perdu. stratégie sur l'argent est une catastrophe. Et Alain, il a gardé jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai C'est joué pour ça le qu'il coup, nous invite à bouffer après. Voilà. Non mais Non, mais c'est vrai qu'on en avait parlé beaucoup. On parlait aussi des tops et flops qu'on peut avoir sur une année. Moi, c'est mon top de l'année parce qu'en plus, si vous voulez, je l'ai joué avec des options, donc avec un effet de levier maximum. Bon, je vais pas gagner, il ne faut pas non plus fantasmer. Hein. Je vais payer un flunch, ça sera déjà pas mal. Toute une question de mise de départ. Elle est marrante, il a une montre jaune, on dirait une montre Franck Muller. C'est pas Franck Muller quand Non, même. c'est pas Franck Muller, t'inquiète pas. Voilà. Et l'autre, et le flop. Dis pas que t'as trop gagné parce qu'après Eric il va te vendre des apparts à Dubaï. Donc, Non, et le flop, c'est Novo Nordisk, où j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité entre Novo Nordisk et Eli Lilly. Regardez la différence, il y en a un qui fait moins 40, l'autre qui fait plus 60, comme quoi parfois il faut pas réfléchir. Et j'ai fait l'erreur que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tous les 5% de baisse, je réanalysais en me disant non, j'ai raison. Ça va finir par payer. Et en fait, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est trompé, basta, on coupe, on passe à autre chose, on arrête de se prendre la tête sur ce genre de sujet, et comme ça, on dort très bien la nuit. Hyper rapidement, pour te faire plaisir, Eric, small cap, CAC Spawn plus 50%. 45% de hausse depuis le début de l'année. Voilà, et Un indice qui a été, qu'est-ce qui va se passer pour un toi, indice qui a été dopé par 2 valeurs, Abivax, qui a explosé, et Exile Technologies. Ces 2 valeurs sont sorties de l'indice CAC Small parce qu'elles représentaient à un moment jusqu'à 25% de l'indice, et comme elles ont gagné entre 100 et 150%, c'est ce qui a fait la perf. 2 IPO simplement cette année, 2 introductions en bourse. La plus mauvaise année, c'était en 2003, il y en avait eu 0. Il y a un vrai problème de boîtes qui ne viennent plus en bourse. La dernière, c'était Caléon, c'était il y a quelques jours, qui est spécialisé dans l'immobilier en Italie, qui gère les biens de la famille Borromeo. Beau petit dossier, ils ont levé 18 millions d'euros, rien à dire de spécial. Je reste positif sur les small et mid. Je crois de plus en plus qu'il y aura des opérations financières encore l'année prochaine parce que, encore une fois, les boîtes, les patrons ont envie de vendre. Il y a beaucoup de patrons qui approchent la soixantaine, qui ont envie de sortir. Donc, plutôt encore positif sur les small et mid caps. Assez déconnecté s'il y avait un effondrement de la bulle Internet, de la bulle des tech, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes tech quand même dans le monde des small et mid, donc plutôt positif encore. Alors les sorties, ça c'est ta spécialité, mais ça t'inquiète pas le fait qu'il y ait que deux entrées en bourse là sur un an? Tu te dis pas il y a trop de concurrence du private equity? Si, mais les valos en private equity baissent, donc il y a beaucoup de boîtes, et celles en bourse remontent, donc il y a un croisement qui pourrait se faire, et avec des boîtes qui de plus en plus vont vouloir venir vers la bourse. Bien sûr que ça m'inquiète. Je regardais en 1999, il y a à peu près 1000 boîtes cotées en bourse à Paris, il n'y en a plus que 800. Donc bien sûr, mais c'est pareil aux États-Unis, on a perdu 25%, c'est un phénomène mondial, les boîtes sortent de plus en plus de bourse, il faut dire que la bourse c'est des contraintes, ça coûte cher, les commissaires aux comptes, la communication, les cotations avec Euronext, etc., etc. C'est assez compliqué, mais moi je reste sur mon petit cœur de métier, parce que le mid and small il fait plus 9 et le CAC small il fait plus 45%, donc c'est quand même une bonne année. Ok, dernière question que nous a envoyé Christopher, on va parler de devises, on écoute tout de suite. Salut l'équipe de La Martingale, j'ai une question pour vous. On entend beaucoup parler de la Chine ces derniers temps, et notamment de ce projet de faire du yuan une monnaie qui peut être utilisée dans les transactions internationales. Notamment, je crois que la Chine a acheté pour la première fois du pétrole aux Émirats en yuan et non pas en dollars. Il me semble que c'est une première. Donc, est-ce que ça veut dire que le dollar est inquiété et que c'est presque le début de la fin du dollar? Et si oui, quelles peuvent être les conséquences sur le marché boursier mondial qui s'appuie quand même beaucoup sur le dollar comme valeur monétaire? Merci beaucoup Christopher. Alors je crois que c'est Alain qui va s'occuper de ça. Après Eric évidemment. Non, je suis incapable. Non, il est très bon là-dessus. La Chine, il connaît par cœur. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On avait une hégémonie totale du dollar et là finalement on voit que ça achète en yuan. Comment interpréter ça? Alors je pense que on vit un moment qui est extraordinaire sur le plan intellectuel. On va vivre une refonte du système monétaire international. Je pense que c'est en route. Les Américains veulent garder la main sur un dollar
fort sur le plan politique, sur le plan économique, et même s'ils veulent le faire baisser, parce qu'il est un peu trop cher par rapport à ça. Donc ils s'organisent autour des stablecoins, ils s'organisent autour de toute la crypto-monnaie pour arriver à la fin à tokeniser les actifs pour avoir une finance mondiale qui soit à leurs mains. Donc c'est vraiment leur objectif. Simplement, ce qui se passe aussi, c'est que donc ils veulent garder une zone dollar, ils veulent garder une hégémonie du dollar. Ça, c'est quelque chose de très puissant. C'est pas Trump qui veut faire ça, c'est les gens autour de lui, c'est les Kevin Hassett et autres qui ont beaucoup réfléchi sur ce genre de sujet. La réglementation américaine évolue dans ce sens-là. Donc, une grosse force pour garder l'hégémonie sur le dollar, mais les autres économies ne restent pas les bras ballants en attendant que ça se passe. Et en particulier les Chinois qui ont bien compris que leur puissance économique n'était pas suffisante aujourd'hui pour leur assurer une forme de stabilité et une forme de visibilité. Donc, ils sont en train de faire la même chose que les Américains avec le yuan. Alors, comme ils partent de très très loin en termes de pourcentage, votre auditeur l'évoquait, ils partent de très très loin, donc il faut qu'ils y aillent progressivement. Donc, ils y vont progressivement. Ils travaillent sur le yuan numérique. Ils travaillent sur quelque chose qui peut les renforcer, c'est-à-dire d'avoir une stabilisation liée à l'or. C'est-à-dire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'or et l'argent Il rigole fonctionnent. quand. Non, mais c'est quand toi qui Alain me fais parle, rire. il Non, mais rigole. c'est Eric qui nous déconcentre là. C'est Eric Non, qui nous j'ai enlevé mon déconcentre. casque, Il fait le cirque. Pardon, donc, Alain, vas-y. et donc, en fait, ce qu'ils veulent essayer d'obtenir avec ça, c'est d'avoir une zone économique où ils vont pouvoir faire des échanges. Parce qu'aujourd'hui, ils vont acheter du pétrole en yuan, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'à la fin, les investisseurs qui achètent leurs biens les achètent dans la devise chinoise ou dans la devise du bloc chinois. Et donc, la question est très pertinente. C'est qu'on va rééquilibrer progressivement. Et les pays du Sud qui veulent plus avoir à traiter en dollars, parce que c'est que des ennuis de traiter en dollars, c'est que vous êtes sur la législation américaine. Imaginez si le Venezuela pouvait se passer du dollar dans quelques transactions que ce soit, ils le feraient. Ils ne peuvent pas le faire concrètement aujourd'hui, mais ils vont le faire un jour. Enfin, ils essaieront de le faire un jour. Les Africains, les Moyen-Orientaux vont le faire aussi. L'Asie, les Russes vont le faire aussi. Donc, on va avoir une forme de rééquilibrage comme ça entre le poids de l'économie, le poids du dollar dans l'économie mondiale et dans les échanges, avec la même chose sur le yuan. Alors, au milieu de tout ça, et c'est bien dommage, l'euro qui va se faire un petit peu broyer. Et ce que ça peut avoir comme conséquence sur le plan boursier, c'est qu'il y a un peu moins de flux vers le dollar. Je dis bien un peu moins, je dis pas que le dollar va s'effondrer, qu'on va se passer du dollar dans 10 ans. Je dis simplement que les échanges et la bourse américaine, qui doivent représenter 70% de l'économie mondiale aujourd'hui, vont passer tranquillement à 55 et voilà. Et donc les valorisations aujourd'hui qui sont nettement supérieures aux États-Unis par rapport à tous les autres pays du monde vont se rééquilibrer un petit peu. C'est-à-dire que là où on était à deux boîtes équivalentes, si je reprends mon exemple qui est mauvais pour moi, mais Novo Nordisk versus Eli Lilly, au moment où ils faisaient la même chose, il y en a une qui se payait 20 fois les résultats, l'autre 40. Peut-être qu'à terme, les boîtes chinoises qui se payaient 10 fois les résultats vont se payer 14 fois les résultats, là où les boîtes américaines qui se payaient 40 fois vont se payer 36 fois. Donc c'est ça qui va se passer, c'est un rééquilibrage, je dis pas effondrement, alors peut-être par moment il va y avoir des arbitrages, mais c'est quand même vachement puissant parce que ça change quand même l'économie mondiale demain. C'est société équivalente, en gros, les boîtes seraient un peu moins valorisées aux États-Unis que ce qu'elles font aujourd'hui. Moi, j'achète de l'Alibaba. Pas cher, pourquoi ? ils étaient e-commerce, ça marchait bien, ils sont très bons dans le cloud, ils sont très bons dans l'intelligence artificielle, ça vaut 20 fois les bénéfices, la dernière publi a été plutôt bonne, même si ça gagne 80% depuis le début de l'année, j'ai oublié de donner cette valeur, mais moi je suis acheteur d'Alibaba, on peut l'acheter à Hong Kong, je crois, et on peut l'acheter sous forme d'ADR à New York, il faut mieux l'acheter à New York. Voilà, non mais je rebondissais sur ce qu'a dit Alain, parce que c'est tellement parfait ce qu'il vient de dire que... Et moi j'aime pas ça, parce que c'est des boîtes où le patron peut se retrouver en taule non, c'est vrai, en 5 minutes, donc c'est toujours embêtant. Ok, les cadeaux, écoutez, les cadeaux, on peut faire. Ouais, c'est bientôt Noël là. Si vous deviez vous offrir des cadeaux. Alors moi, Alain, voilà. Enfin, il a une liste. Les grands cyclistes français des années 60, il y a un livre. Les cols mythiques du cycliste, il y a les 50 cols. Et comme vous savez qu'Alain a eu un gros problème, il est tombé en vélo, et il était immobilisé cette année. Je lui achèterai le Benson kit d'éclairage LED pour vélo, c'est un indispensable pour la sécurité, très utile surtout en ville ou quand il fait sombre, et une sacoche de cadre Frichot pour vélo, pratique pour transporter les téléphones, les clés, les outils et les cartes sur des balades ou trajets quotidiens, parce que mon ami Alain est un grand cycliste devant l'éternel, alors tout le monde ricane, mais on m'a dit qu'il pouvait le week-end faire 150 bornes très facilement. C'est un grand sportif. C'est un grand sportif. Mais attends, Eric, j'ai pas besoin d'éclairage parce que je ne fais des courses
que 2 jours. Non, Donc, mais comme t'es tombé la dernière oui, fois. mais Raconte la chute quand même. Ah ouais, c'est Non, mais c'est une exceptionnel. une chute con, comme toutes les chutes. Bon, bref, voilà, moi j'ai des idées cadeaux pour toi, Eric. Alors je pensais à une montre. Bon, Ah alors non. j'ai commencé à regarder. Alors je suis tous les sites de montres. Alors il y avait Festina, Ah, pas mal. Après j'ai vu Tsar Bomba. Ça correspondait bien à ta caractéristique. Non, et je pense qu'en fait, alors il m'a montré parce que maintenant ce qu'il fait quand il va faire ses courses, Eric se prend en photo et me demande mon avis. Ouais. Et donc J'ai failli acheter un chapeau Borsalino comme je ça. pense que je vais lui offrir un chapeau Borsalino plus adapté parce que celui que tu m'as montré l'autre fois n'était quand même pas terrible. On a une vie quand même le week-end. Ah non, mais c'est magnifique. passionnante. C'est magnifique. Et Non, non, mais toi, on c'est t'offrira passionnant. un rasoir parce que franchement, tu dois être rasé 2 jours par an. Je Oh, ça comprends va. pas que tes Attends, parents te attends. laissent comme ça. Donc moi, j'achèterai un vrai rasoir, tu vois, un sensor à 120, 130 euros parce que non, c'est pas possible. Il faut que tu te rases. C'est passé de mode tout ça. Et il faut éviter les polos manches courtes en hiver Bah quand voilà, même. ouais, mais il faisait Enfin, chaud. il fait chaud Mais ici. Mais ça, c'est c'est- des Bretons, ils ont jamais Mais froid. c'est vrai, attends, c'est vrai que là, je suis le seul en t-shirt. Hein. Ouais. Là, voilà. Bah Plus la oui. capuche, col roulé. Voilà. Tout le monde, même François, là, qui réalise cette émission, est bien couvert, là. Et Voilà. François, on va lui payer une coupe pour aller chez le coiffeur parce que c'est quand même pas terrible, ça couvre des cheveux là. Alors là, je lui faisais de la concurrence il y a encore moins d'une semaine. Ah non, mais c'est catastrophique, C'est le clair. François, mais il Non, est non. sympa. Non, mais il est magnifique. Heureusement qu'il Il est là magnifique. pour réaliser l'émission. Il est magnifique. Merci beaucoup François d'ailleurs pour cette émission. Merci de nous supporter. Voilà. Bon, on n'a pas fait les questions cash, mais vous avez déjà donné plein de valeurs. Peut-être allez, un pari chacun. Encore Essilor. Ton pari. Là, Essilor et Essilor. Thales. Essilor et Thales. Ok, Alain. Ah, le solaire. Un ETF solaire ou bien un First Solar. Ou bien First Solar. First Solar. Il Ok. connaît Non, même non, mais pas. je l'avais pas Non, non. celle-là, donc ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon. Et toi, qu'est-ce voilà. que tu nous offres? Tiens. Ah là là. Non, Pas mais facile, pas des hein, trucs pas des facile. pulls en cachemire. Mais en fait, c'est pas facile parce que Eric, il a déjà tout. Tu vois, mine de rien, Eric a déjà tout. Il a besoin d'amour. tu sais. Mais c'est ça. Et Alain, bah écoute, pareil, il a déjà beaucoup de choses. J'allais Une lui. place pour un spectacle où il y a ton père. Ah, Je l'ai vu. Je l'ai vu, j'y étais. Ok, d'accord. Je l'ai vu. Ah, Moi, il m'a d'accord, invité. Franchement. Tu t'es bien marré? Ah ouais, franchement, Ah, la pièce de Guillaume de le- Tonquédec, franchement, c'est. Alors là, je vais faire un teasing. Non seulement son papa est formidable, sympathique et très accessible, mais la pièce est phénoménale. Bon. Tu rigoles du début à la fin. Ah bah faut que j'y aille. Bon, merci J'étais avec beaucoup. Valentine d'ailleurs, on avait été invité avec Merci, Valentine. merci beaucoup. Il y avait que 2 places, je me suis débrouillé pour que tu viennes pas. Mais on a beaucoup aimé cette D'accord. pièce. Bon, Ok. On, Je explose, note. beaucoup, en tout cas. on explose les compteurs, mais c'est noté, Alain. C'est noté. Bon, salut, merci beaucoup. Merci de nous avoir Salut. suivis. Envoyez-nous vos questions, continuez et surtout, prenez le contrôle de votre argent.